Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère régionale apparentée UMP. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons évoquer l'actualité politique et notamment la question de la parité en politique puisque c'est un sujet sur lequel vous bataillez depuis longtemps. Mais j'aimerais d'abord qu'on s'intéresse à l'UMP, le parti dont vous avez longtemps fait partie et que vous espérez très rapidement réintégrer. Vous avez été exclu de ce parti en raison d'une candidature dissidente. Suspendu. Je ne suis pas exclu. Suspendu lors des dernières municipales à Paris. On reviendra peut-être tout à l'heure sur cet épisode. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous retenez du nouvel organigramme de l'UMP, présidé désormais par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle UMP ? Je crois que, déjà, on a eu une campagne très digne pour la présidence de l'UMP, avec un vrai débat de fond, un respect entre les différents candidats. Et franchement, ça a fait du bien à tout le monde. Après les 2 années que nous avons vécues à l'UMP, avec beaucoup de divisions, cette campagne s'est bien passée et Nicolas Sarkozy a été désigné. C'est une personnalité forte qui est très importante pour nous parce que il incarne le chef dont nous avons certainement besoin depuis 2 ans à droite et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la droite et pour mon parti politique, l'UMP, ma famille politique. De cet organigramme, je m'aperçois qu'il a été fait déjà en 1 semaine avec beaucoup de consultations. Nicolas Sarkozy a reçu beaucoup. Je pense qu'il a eu des conversations franches avec certains partenaires, notamment les anciens premiers ministres qui voulaient pas forcément faire partie du comité des sages. Donc il a des conversations franches. Il a reçu les gens. Ça s'est fait devant les caméras, en transparence. Donc voilà, cet organigramme, je ne sais pas s'il est totalement définitif, achevé. Il y a un certain équilibre entre les différents candidats à la présidence de l'UMP, entre les différentes lignes politiques. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, mais il y a une volonté en tout cas de travailler ensemble. Alors tout de même, cet organigramme représente différents courants au sein de l'UMP, mais j'ai noté deux choses. D'abord, très peu de femmes, et puis la diversité n'est absolument pas représentée au sein de la direction de l'UMP. Alors ça, vous avez raison, c'est les deux points faibles de cet organigramme. C'est très important. Alors, d'une part, la parité, c'est très important parce que la parti politique doit ressembler à la France pour ensuite désigner les bonnes personnes qui doivent représenter les Français. Moi, c'est la façon. Je me suis aperçue que pour faire en sorte qu'on ait des élus qui ressemblent aux Français, il fallait que les partis politiques ressemblent aux Français, désignent des élus, des candidats qui représentent les Français. Donc, évidemment, dans un pays où il doit y avoir 50% de femmes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes en France, eh bien, on devrait avoir un organigramme qui est beaucoup plus féminisé. Et là, le chantier continue. Moi, j'arrête pas de me battre sur ce point. Pendant 10 ans, entre 2007 et 2017, l'UMP va payer 40 millions d'euros de pénalités pour non-respect de la parité, ce qui est totalement scandaleux quand on a une dette de 74 millions d'euros. Voilà, il y a un chantier et je peux vous dire que j'ai l'intention de prendre part au débat. Maintenant, pour la diversité, alors là, c'est la catastrophe. Parce que je pense qu'il y a des talents au sein de l'UMP, des gens qui travaillent, et l'image que un parti politique donne, c'est extrêmement important. La diversité n'est pas du tout respectée, mais je pense que cet organigramme n'est pas terminé. Et je suis même sûre que, voilà, si on est quelques-uns à le dire, peut-être qu'il y aura le tir sera rectifié. Et je le souhaite. C'est important, c'est pas accessoire, hein, c'est très important de donner une image qui ressemble à la France pour ensuite pouvoir proposer, et surtout que la volonté de Nicolas Sarkozy, ça a été d'être un grand rassemblement. Et pour rassembler les Français, il faut ressembler aux Français. Alors, très peu de femmes effectivement dans cette nouvelle direction. Tout de même, une femme est numéro 2 de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est une bonne chose. Vous êtes contente en tant que militante de la parité que la numéro 2 de l'UMP soit NKM? Alors ça, c'est un signe fort et je la félicite de sa désignation. Effectivement, c'est important qu'une femme soit vice-présidente, numéro 2 de l'UMP. En plus, dans la volonté d'équilibre des lignes politiques, c'était important que son positionnement soit représenté, parce que je partage pas toutes ces positions, mais sur un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets de société, je suis assez proche de Nathalie Kosciusko-Morizet et je trouve important
que on ait à la tête de l'UMP des personnalités qui puissent s'exprimer librement. Alors justement, Géraldine Poirot-Gauvin, vous faites allusion au courant que représente Nathalie Kosciusko-Morizet. Peut-être on pourrait le qualifier d'humaniste et libéral. Laurent Wauquiez, lui, qui est secrétaire général de l'UMP, est plutôt considéré comme l'incarnation de la droitisation de l'UMP. Comment Nicolas Sarkozy va-t-il rassembler véritablement ces différentes tendances? Est-ce qu'il va faire de la synthèse comme François Hollande lorsqu'il était premier secrétaire du PS? Faire la synthèse, c'est compliqué parce que ça se termine par gommer tout ce qui fait notre différence avec la gauche. Donc je pense que c'est pas bon, la synthèse. Mais peut-être prendre dans chaque courant, ligne politique, un certain nombre de points qui seront tranchés par les adhérents. C'est ce que j'ai compris de cette campagne. C'est-à-dire qu'il y a des points, notamment, alors moi par exemple, je me rapproche plus de Nathalie Kosciusko-Morizet pour les sujets de société. En revanche, sur toutes les missions régaliennes de l'État, sécurité, justice, je dirais que je suis plus proche de Laurent Wauquiez. Donc ce qui fait que je suis entre deux courants, en quelque sorte, comme beaucoup de militants et adhérents de l'UMP qui trouvent que finalement, il y a un certain nombre de sujets qui doivent être tranchés. La méthode, d'après ce que j'ai compris, qui est souhaitée par Nicolas Sarkozy, c'est qu'on tranche en écoutant les adhérents, et ça c'est très très positif. Qu'est-ce que vous attendez de l'UMP dans les mois qui viennent? Est-ce que ça doit être un parti qui doit réviser son logiciel idéologique? Ça doit être aussi le lieu de l'opposition en France? Qu'est-ce que vous attendez de ce parti aujourd'hui? Alors ça doit être un peu tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un parti d'opposition, parce que c'est vrai que la cacophonie qu'il y a eu ces derniers mois, les affaires, les divisions, tout ça, ça a été un très mauvais signal, et on n'entendait plus que ça. Donc c'est important de s'opposer à la politique de François Hollande, de Manuel Valls. Les Français en ont besoin, les Français ont besoin d'une opposition forte, et aussi parce qu'on le voit, on l'a encore vu sur des scrutins récents, le Parti socialiste est décrédibilisé complètement. Donc il faut un parti d'opposition fort. Mais c'est important aussi que la droite tranche un certain nombre de débats, réfléchisse et tranche. Donc, quelles sont les priorités, selon vous, de ces questions qui doivent être tranchées par l'UMP? Eh bien, je dirais que la question de l'emploi est peut-être la question prioritaire pour nos concitoyens. Et c'est peut-être celle dont on parle le moins quand on en parle de l'UMP. Et je pense que il faut avoir, ça c'est vraiment un sujet qui rassemble tous les courants au sein de l'UMP, sur le contrat unique d'embauche, sur la réforme du code du travail, sur un certain nombre de mesures qu'on peut prendre en faveur de l'apprentissage pour essayer de sortir notre pays de ce chômage catastrophique pour la jeunesse d'abord, mais aussi finalement toutes les tranches d'âge des Français. Je trouve que l'emploi, c'est par exemple un sujet extrêmement important qui permet de nous rassembler, qui nous permet de faire des propositions et qui sont pas suffisamment mises en valeur aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on s'arrête à des détails, c'est-à-dire qu'on fait de la politique en réagissant aux provocations du gouvernement socialiste ou des socialistes en général. Je vois la polémique qu'il y a sur les crèches, ce genre de choses. On va passer des débats entiers sur ces thèmes-là qui sont certes importants. Moi, c'est très important de parler de Noël. Les crèches de Noël, de la laïcité. C'est très, très important de parler de laïcité dans notre pays. Mais aujourd'hui, les Français, quand vous faites un micro-trottoir, ils vous parlent de leurs difficultés à boucler les fins de mois, d'emploi, d'impôts. Et c'est ça qui préoccupe les Français d'abord. Vous qui intervenez souvent sur les télévisions, sur les chaînes info, vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est un petit peu le buzz qui fait le là en politique, c'est-à-dire que les hommes politiques n'ont pas le temps véritablement de répondre aux questions importantes et qu'on se préoccupe plutôt des dernières polémiques, des dernières déclarations? Moi je pense qu'il faut aller, quand on vous invite sur des émissions, il faut y aller. Parce qu'il faut que la droite soit présente, il faut que les femmes soient présentes à droite. Et c'est pour ça que je réponds très souvent à ces invitations-là, parce que je veux occuper le terrain. Moi, je suis pas une fille qui déserte devant la difficulté. Mais je dis pas que c'est la meilleure méthode. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut travailler les sujets. Moi, j'ai l'impression, de travailler régulièrement toutes ces thématiques-là. Il faut que mon parti politique, ma famille politique, vraiment se mettre au travail, parce que c'est très important d'avoir fait les nominations, et Nicolas Sarkozy a fait exactement la méthode assez rapide, en une semaine, de définition de l'organigramme. Maintenant, nous avons besoin d'être sur le fond, se réfléchir sur le fond, faire des propositions fortes qui soient des marqueurs de la droite.
Géraldine Poirot-Gauvin, la ligne politique justement de l'UMP aujourd'hui n'est pas très claire. On a à la fois l'image de Nicolas Sarkozy, président de la République. Désormais, on voit arriver Alain Juppé avec une image totalement nouvelle, très différente du Premier ministre qu'il était durant les grèves de 1995. Il a une image de gaulliste centriste. Vous, quelle UMP souhaitez-vous voir émerger dans les mois qui viennent? Alors c'est une UMP qui soit une réponse face au risque de la montée du Front National. Ça, il faut absolument que nous occupions ce terrain-là. Et on l'occupe peut-être pas en courant après les idées du Front National. Ça, je partage beaucoup cette idée-là. Mais il faut quand même qu'on soit un rempart républicain face à la montée du Front National. Donc, d'une part, être un rempart républicain, et d'autre part, tendre la main à des partenaires qui ont été, sur le plan historique, si on regarde la droite française depuis 30 ans, certains courants centristes, certains partis centristes ont été des partenaires pour être aux affaires, pour diriger le pays, et je pense qu'il faut être ouvert au dialogue avec le centre. Est-ce que vous pensez que le fait que Nicolas Sarkozy ait droitisé son discours en 2012, ça a contribué à sa défaite, ou bien au contraire, ça a limité la casse ? Je pense que ça a limité la casse. Parce que, ce qui a malheureusement fait perdre Nicolas Sarkozy, c'était plutôt son tempérament. C'est ça, les gens ont voté contre Nicolas Sarkozy, ils n'ont pas voté pour François Hollande, et sur sa personnalité, parce que elle était caricaturée sans cesse, excusez-moi, par les médias. Il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas une une contre Nicolas Sarkozy. Il n'est pas responsable de ces caricatures ? Ah, je ne dis pas qu'il n'est pas responsable. D'ailleurs, je pense qu'il en a payé le prix. Le prix, c'est qu'il a échoué en 2012 et ça a été la défaite de la droite qui a été triste pour l'ensemble des gens qui soutiennent la droite et les élus en premier chef de sa famille politique. Mais je pense que ça y est, les enseignements ont été tirés. Aujourd'hui, il a le courage de retourner les mains dans la colle, excusez-moi, parce que quand vous êtes chef de parti, c'est très facile d'être au-dessus des partis, de faire des grandes déclarations générales, etc. C'est plus compliqué de réconcilier sa famille politique, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réconcilier sa famille politique. Et je peux vous dire que les divisions sont très 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 réelles. On le sent, il y a des animosités entre les différents leaders de la droite. Et il est en train de réussir quelque chose d'incroyable. Moi, je le vois faire là depuis 10 jours. Je suis assez étonnée. Il y arrive parce que il a certainement l'autorité, la force de conviction, la proximité avec les uns et les autres aussi. Parce que quand on parle à tout le monde, eh bien, c'est plus facile de les réconcilier. Donc Nicolas Sarkozy est en train de rassembler sa famille politique, mais est-ce qu'il va réussir à rassembler les Français ? Vous avez certainement vu le sondage du Parisien dimanche. L'image de Nicolas Sarkozy est aujourd'hui très abîmée. 65% des Français ne souhaitent pas qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Parce que je pense que les Français gardent de lui l'image de l'échec de 2012. De la campagne de 2012, voilà, qui n'a pas été une réussite, sinon on aurait gagné. Donc si on n'a pas réussi, voilà, il y a eu des erreurs qui ont été commises, et je crois qu'il doit reconquérir le cœur des Français. Voilà, il doit reconquérir le cœur déjà de sa famille politique, des adhérents. Donc ça, c'est une chose qui est faite. Ça n'a pas été un plébiscite, 65%, c'est pas un plébiscite, mais il a quand même obtenu une très large majorité qui permet d'asseoir son autorité. Et maintenant, il est dans un jeu de reconquête, de redonner confiance aux Français. Parce que certains doutent encore, et donc je pense qu'il a beaucoup de travail à faire sur lui-même aussi. Changer le nom de l'UMP, c'est une bonne idée. Quand la marque ne plaît plus, on change le nom de la marque ? Alors moi, j'étais pas favorable à cette mesure. Bon, elle a été plébiscitée par les adhérents, pas plébiscitée, elle a été approuvée par les adhérents à 65%. Moi, je vous avoue, j'ai été en retrait de cette campagne interne parce que j'étais suspendue, pas exclue de l'UMP, donc j'ai pas eu le droit de vote, ce qui me donnait une totale liberté sur l'approche des différentes campagnes. Et j'avoue que Bruno Le Maire était je parle pas sur la personnalité, sur ce qu'il voulait faire de l'UMP, j'étais plus proche de ce que souhaitait Bruno Le Maire que Nicolas Sarkozy. Alors Géraldine Poirot-Gauvin, est-ce qu'on peut revenir justement sur la suspension, votre suspension de l'UMP ? Vous avez été candidate dans le 15e arrondissement de Paris contre le maire sortant UMP. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement comment ça s'est passé, cette candidature dissidente de votre part ? Ça a été malheureusement une
une histoire qui s'est déroulée sur 6 ans, mon dernier mandat mon mandat de conseiller de Paris entre 2008 et 2014. Vous êtes une élue du 15e arrondissement. Du 15e arrondissement. Proche d'Édouard Balladur, qui a été votre mentor politique. Oui. Et j'étais son assistante parlementaire entre 2002 et 2007. Je lui dois ma carrière politique. C'est lui qui m'a fait confiance en premier, en me proposant d'être candidate sur sa liste en 2001. J'étais simple conseillère d'arrondissement. J'ai progressé grâce à son soutien. J'ai été adjointe au maire du 15e arrondissement. Puis, grâce à son soutien, j'étais la suppléante de Philippe Goujon, parce que Philippe Goujon était son successeur à l'Assemblée nationale. Je sais que je dois à Édouard Balladur le fait d'avoir été la suppléante de Philippe Goujon. Et puis ensuite, j'ai été sur la liste de Philippe Goujon pour qu'il soit élu maire du 15e. Et j'ai mis tout mon cœur dans cette campagne parce que je pense, et je ne me suis pas trompée sur ça, je pense que je pensais vraiment qu'il allait être un très bon maire pour le 15e. Donc je l'ai fait de tout mon cœur avec Sauf beaucoup de plaisir. que les choses ont changé avec la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet, tête de liste UMP aux dernières municipales. Si j'ai bien compris, elle souhaitait que vous soyez candidate dans le 8e arrondissement, ce que vous avez refusé. Vous êtes resté dans le 15e arrondissement. Pour quelle raison? Alors en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est que j'ai eu un désaccord avec Monsieur Goujon. Ça arrive dans la vie politique. Hein, vous savez, il y a des désaccords entre les uns et les autres. Donc on n'était plus du tout en phase, très clairement. J'avais pris des positions, notamment en faveur de Jean-François Copé, alors que c'était un filloniste de la première heure. Alors vous êtes une victime collatérale de la guerre Fillon-Copé. Voilà, exactement. Mais bon, et on s'est éloigné. Bon, c'est des choses qui arrivent en politique. Il n'a pas voulu que je sois de nouveau candidate sur sa liste, alors que si vous regardez tous les procès-verbaux des conseils d'arrondissement du Conseil de Paris, je pense que je fais partie des élus qui avaient le plus travaillé. Donc il y avait une vraie injustice à ne pas me reprendre sur cette liste. Donc j'ai essayé d'en avertir Nathalie Kosciusko-Morizet, qui m'a proposé ce qu'on appelle en politique une exfiltration. C'est-à-dire que on vous enlève du territoire où ça pose problème. Sauf que moi, j'habitais le 15e, j'y avais travaillé depuis des années et des années, et j'avais une fidélité aux électeurs que je voulais conserver. Donc j'ai refusé cette exfiltration. Je pense que cette exfiltration était un leurre, parce que quand vous regardez par exemple pour Charles Beigbeder, qui a connu la même aventure que moi, c'est-à-dire qu'on l'a exfiltré du 12e pour lui proposer le 8e arrondissement. Une fois qu'il a dit oui, je veux bien aller dans le 8e, on lui a dit non, il n'y a plus de place. Et je pense qu'il me serait arrivé exactement la même mésaventure. Et moi, je suis allée jusqu'au bout de ce que je croyais, parce que dans cette campagne, il y a eu le fait de pas être reprise, oui, mais il y a aussi la volonté de défendre une certaine façon de faire de la politique. Moi, je travaille beaucoup depuis des années sur les nouvelles pratiques politiques, l'éthique en politique, notamment la lutter contre le clientélisme, qui est un vrai problème dans beaucoup de communes en France. Hein. Donc la facilité que certains élus ont à favoriser certains électeurs pour obtenir leur voix. Donc lutter contre le clientélisme, défendre la parité, défendre l'éthique dans les choix stratégiques, l'absence de sectarisme aussi, parce que je fais partie des élus qui pensent que de temps en temps à gauche il y a des bonnes idées, et que ce n'est pas parce qu'on est dans un parti politique qu'on ne peut pas soutenir une idée, une proposition qui vient d'un autre parti politique. Moi, j'ai défendu cette liberté. Notamment, moi, j'ai été favorable au mariage homosexuel, à la célébration des Pâques sans mairie dès 2008. Et d'ailleurs, ça a été un des premiers désaccords avec Philippe Goujon. Donc j'ai défendu cette façon de faire de la politique différente, de proximité, et puis aussi le fait que sur ma liste, les gens habitaient le 15e arrondissement. Parce que vous avez beaucoup d'élus parisiens qui n'habitent pas leur territoire. Et ça, je trouve ça pas bien. Je trouve que quand on est élu, il faut habiter au milieu des gens, dans leur quartier, marcher dans les mêmes trous qu'eux, les mêmes crottes de chiens qu'eux. Et quand on fait quand on est au milieu des gens et quand on vit avec eux, je trouve qu'on fait une meilleure politique parce qu'on est dans la sincérité. Alors vous étiez dans la sincérité, Géraldine Poirot-Gauvin, mais vous l'avez payé cher puisque finalement vous n'avez pas été élue. Oui, alors je l'ai payé cher. Je savais que le candidat qui allait avoir l'investiture de l'UMP allait gagner dans le 15e, c'était absolument pas une surprise. Mais en faisant cette candidature, j'avais donc non seulement envie de défendre des valeurs, mais aussi stratégiquement, dans le 15e, empêcher la montée du Front National. Parce que si vous regardez bien à l'époque, en mars 2014 ou en janvier 2014, il y avait une grosse inquiétude dans certains arrondissements parisiens, c'était que le Front National fasse 10%. Et si le Front National faisait 10% au premier tour, il pouvait se maintenir au second tour. Il y avait donc un risque de triangulaire, notamment dans le 17e et le 15e arrondissement.
Et ça a été aussi un argument de plus pour aller jusqu'au bout de ma candidature. C'est-à-dire que je voulais empêcher cette triangulaire qui aurait fait perdre à la droite, qui aurait fait perdre la droite dans le 15e, parce que s'il y avait une triangulaire Front National, PS, UMP, donc Anne Hidalgo, qui était candidate dans le 15e arrondissement, eh bien, ça pouvait peut-être faire basculer l'arrondissement. Et donc, j'ai pris mes responsabilités. Je suis convaincue que j'ai eu raison de le faire parce que le Front National a fait 6,5%, j'ai fait 4,7%. Je suis sûre que j'ai pris des voix au Front National parce que, non pas parce que j'ai des idées trop à droite, mais parce que sur l'éthique et un certain nombre de sujets, les électeurs, quand ils en ont assez des partis traditionnels, ils votent Front National, ils ont voté pour moi. Et 2 mois après, aux européennes, toujours dans le 15e arrondissement, le Front National faisait plus de 10%. Donc j'ai eu raison parce que la preuve matérielle, les gens me disent mais non, il n'y a aucun risque dans le 15e, jamais les gens voteront Front National. Eh ben si, en mai 2014, 2 mois après les municipales, le 15e votait à plus de 10% pour le Front National. Donc j'ai eu raison d'aller dans cette bataille. Alors, on m'a pas récompensé, mais on fait pas toujours de la politique pour être récompensé, vous savez. On fait de la politique aussi parce qu'on a des convictions. C'est mon cas, voilà. Pluriel, animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Pluriel avec Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère régionale apparentée UMP. Alors, Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique et social, doit présenter cette semaine son rapport sur l'état de la France. Il a d'ores et déjà annoncé dans le JDD que la défiance des Français vis-à-vis des responsables politiques s'était encore accentuée. Alors, vous qui nous parliez d'éthique avant la pause, vous êtes très investi en politique. Est-ce que vous comprenez ce climat de défiance ? Quand vous rencontrez des électeurs, est-ce que vous êtes obligé tout le temps de vous justifier par rapport à vos pratiques politiques ? Alors ça, c'est vrai qu'on est obligé de se justifier constamment et ils ont raison, les citoyens, d'être très exigeants avec leurs élus et demander des comptes. Moi, je trouve ça très bien d'être dans un pays où on doit rendre des comptes en tant qu'élu. Parce que, effectivement, quand on voit les affaires qui se sont multipliées, François Hollande qui nous parlait de la République exemplaire, et on voit les affaires quatrième personne de son entourage qui est obligée de démissionner pour se défendre face à des accusations et qui sont très graves, l'abus de biens sociaux, etc. C'est quand même très grave. Donc, moi, je comprends nos concitoyens, mais j'ai envie de leur dire, attendez, tous les élus sont pas comme ça. Il y a quand même une grande majorité d'élus qui sont dans vraiment le service des concitoyens, le service de l'État, l'intérêt général, la défense de l'intérêt général. Enfin, en tout cas, moi, les élus que je côtoie, la majorité des élus que je côtoie, des élus locaux de proximité, c'est comme ça qu'ils entendent leur mandat. Ils font même des sacrifices pour faire de la politique. Je peux vous dire que voilà, ça demande aussi des sacrifices, du temps, de l'énergie. Donc, essayons de penser, même si les médias, et je les comprends, mettent en avant ces comportements qui sont inadmissibles. Il y a quand même une grande majorité d'élus qui sont vraiment au service de l'intérêt général. Pour quelles raisons vous êtes-vous engagée en politique, Géraldine Poirot-Gauvin ? Alors moi, j'ai toujours voulu faire de la politique. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Depuis que je suis née, j'ai envie de faire de la politique. Mon émission préférée, c'était 7 sur 7 quand j'étais petite. Parce qu'il fallait être acteur du changement. Moi, j'avais envie de défendre. Vous venez de province, hein, comme Thierry Bournazel qui vient de Corrèze. Vous venez de quelle région ? Tours. Je suis Tourangelle. Je suis Tourangelle. Et vous êtes montée à Paris, comme on dit ? Voilà, pour finir mes études. J'avais commencé mes études d'histoire à Tours. Et puis, j'ai fini ma maîtrise. J'avais des recherches à faire à Paris. Et c'est comme ça que je suis, pendant mes études, ma dernière année d'histoire, je suis rentrée au RPR. J'ai pris ma carte pour la première fois, même si je suivais l'actualité politique énormément. Et c'est là que je suis arrivée dans le 15e arrondissement. J'habitais le 15e arrondissement dans la circonscription d'Édouard Balladur. On dit que vous l'avez rencontré sur un marché ? C'est vrai. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai dû arriver un samedi après-midi à la permanence RPR et on m'a dit, écoutez, si vraiment vous voulez faire de la politique, faut aller sur le terrain. Et dès le dimanche, j'étais sur le marché. Et puis, tous les dimanches, Édouard Balladur faisait son marché et faisait les marchés du 15e. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. C'est un homme de proximité et après je l'ai accompagné pendant des dizaines d'années. Je peux vous dire que j'ai pas fait souvent la grasse matinée le dimanche matin et je l'ai rencontré sur un marché et il s'est dit mais c'est qui cette jeune fille qui est tout le temps là depuis 5 ou 6 semaines et on a commencé à discuter
Et franchement, ça a été une rencontre formidable qui a changé ma vie. Mais qu'est-ce que vous attendez de la politique? C'est changer la vie des gens, améliorer la vie des gens, ou bien est-ce que c'est aussi tout de même les attributs du pouvoir? Alors, les attributs du pouvoir, je peux pas vous dire vraiment ce que c'est, parce que moi j'ai été élue 13 ans à Paris. J'ai jamais bénéficié d'avantages, j'étais dans l'opposition, il a fallu que je me batte pour des crayons, enfin vous n'imaginez même pas comment j'ai pu faire je sais même pas comment j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait, en prenant 6 sur mes heures de sommeil, mes week-ends, mais tout ça, mais je peux vous dire que les attributs du pouvoir, je sais pas ce que c'est, j'ai pas bénéficié de ça, en tout cas, à mon petit niveau d'élu local. Non, moi ce qui m'intéresse vraiment dans l'engagement politique, c'est vraiment d'abord d'être aux côtés des gens, me battre pour les gens qui n'ont pas l'énergie, l'envie, le temps de se battre. Donc j'ai envie d'être le porte-parole d'un certain nombre de personnes qui veulent que ça bouge, qui veulent que ça change. Je pense que je fais partie des gens qui ont du courage, peut-être pour aller sur des terrains pas faciles, et j'ai envie de le mettre ce courage au service de mes concitoyens. Donc moi je suis vraiment j'ai vraiment l'envie de servir l'intérêt général. Je sais que c'est ce que vous entendez partout, mais je peux vous assurer que moi c'est vraiment dans mes tripes. Alors Géraldine Poirot-Gauvin, vous êtes conseillère régionale, vous avez été élue sur la liste dirigée par Valérie Pécresse. Est-ce que Valérie Pécresse est la candidate naturelle de l'UMP pour les régionales de décembre 2015, ou bien est-ce qu'il pourrait y avoir des primaires? J'ai vu que Rachida Dati parlait d'un ticket Henri Guénaud, David Douillet, par exemple. Alors là, moi, j'ai pas compris du tout la position de Rachida Dati, parce que moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. La seule candidate qui est légitime pour la droite en Île-de-France, c'est Valérie Pécresse. C'est ma présidente de groupe. Je peux vous dire que c'est une femme qui a énormément travaillé. Ça fait 5 ans qu'elle bataille face à Jean-Paul Huchon dans toutes les séances du Conseil régional, les commissions permanentes. Elle est formidable. Je trouve honteux qu'on imagine la remplacer par un ticket de 2 hommes à l'heure où l'UMP paye 40 millions d'euros pour non-respect de la parité. Alors ça, je peux vous dire que vous allez m'entendre si jamais ça se passe comme ça. Et dans ces cas-là, alors si jamais on impose à Valérie Pécresse une primaire, eh bien qu'on fasse la même chose pour tous les députés là, les 85% d'hommes députés de l'UMP, parce que mon groupe à l'Assemblée nationale, le groupe UMP, il y a 85% d'hommes. Et bien que les 85% d'hommes, eux aussi, aient droit à une primaire dans leur circonscription la prochaine fois, si jamais ils osent imposer ça à Valérie Pécresse. Ce sera quoi l'enjeu des régionales en décembre 2015? L'alternance d'abord? Oui, et surtout, je pense, c'est la belle idée de Nicolas Sarkozy du Grand Paris. Est-ce que nous allons enfin réussir à construire cette métropole avec ses transports en commun, avec ses problématiques de pollution, toutes ces thématiques qui doivent être étudiées, travaillées par les élus au niveau métropolitain, au niveau de la région Île-de-France. Je pense que ça va être ça l'enjeu, l'emploi, les transports et évidemment l'alternance, parce que on a quand même une gestion calamiteuse de Jean-Paul Huchon, avec des gabegies, avec des dépenses de fonctionnement complètement incompréhensibles, à l'heure où... C'est quoi ces dépenses de fonctionnement? C'est la communication? Alors beaucoup de recrutement d'agents de la région, donc de fonctionnaires. Et c'est peut-être parce qu'il y a aussi des transferts de compétences de l'État à la région. Ça, c'est ce qu'il aime souligner. Mais il y a aussi une rationalisation qu'il faudrait opérer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on remplace un fonctionnaire qui part à la retraite, et ça c'est quand même une thématique et un marqueur de la droite et de l'UMP, il faut évaluer les missions de cet agent pour vérifier et s'assurer il est indispensable de le remplacer. Donc moi je dis que effectivement il faut étudier au cas par cas, il faut pas faire de généralité, mais je pense que la règle de non-remplacement systématique d'un fonctionnaire sur 2, c'est un bon moyen de changer les comportements de nombreuses collectivités locales socialistes. Et à la région, il y a un certain nombre de gabegies, de subventions, de saupoudrage, avec des subventions qui ont été données. On est quand même allé financer des pistes cyclables en Amérique latine, je sais même plus dans quel pays, pour 300 000 euros. Enfin, on a fait des dépenses quand même d'une région qui devrait se recentrer sur l'essentiel, les transports, l'apprentissage, enfin des missions qui relèvent de ses compétences. Et je pense que Jean-Paul Huchon, il y a eu quelques dérives. Et il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. La région, elle est gagnable pour la droite en décembre 2015 ? Complètement. Moi, je pense que c'est vraiment, on a très bon espoir de reconquérir cette région. Il y a cette inquiétude du Front National, mais là, ça dépasse la région Île-de-France. C'est-à-dire que il faut qu'au niveau national, l'UMP clarifie son positionnement,
ses propositions. Donc ça, c'est un travail qu'on démarre dès maintenant, parce que les régionales, c'est dans un an. Et donc voilà, il y a toujours cette inquiétude du Front National. Faut pas l'oublier. Il faut pas arriver conquérant et déjà victorieux. Mais je pense que Valérie Pécresse en a les épaules, les qualités et l'énergie. Alors, puisque vous parlez du Front National, beaucoup redoutent de voir Marine Le Pen présente au second tour de l'élection présidentielle dans tous les cas de figure. Est-ce que c'est un scénario crédible? C'est un scénario évidemment que vous redoutez? Alors c'est un scénario malheureusement crédible et que je redoute, mais je pense que le meilleur moyen de l'écarter, c'est de travailler sur cette question-là. Et je trouve que l'UMP, au lieu de batailler là parce que moi je trouve qu'il y a un travail formidable qui a été réalisé par la droite forte au sein de l'UMP dans les 2 dernières années. Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier. Donc ils n'étaient pas forcément appréciés de tout le monde. Moi je trouve que c'est 2 jeunes élus qui ont été très courageux, qui ont travaillé des propositions très intéressantes. Et ils sont accusés de courir derrière le Front National. Voilà, mais ça c'est les jaloux. C'est les jaloux et les gens qui peut-être ne sont pas allés jusqu'au bout des propositions. Parce que, vous voyez, un courant qui a fait ce travail de fond aussi important que la droite force, je ne les ai pas vus à l'UMP. Parce que s'il faut qu'ils allaient sur le site de la droite force, vous allez voir, il y a vraiment des propositions qui ont été travaillées, évaluées, expertisées. Alors, je suis pas d'accord avec tout, hein. Je les apprécie tous les deux parce que moi j'aime les gens qui travaillent et les gens qui ont du courage et c'est 2 qualités que je leur reconnais. Mais je pense qu'il faut aller regarder sur le fond. C'est-à-dire que c'est pas le tout de parler de lignes politiques. Oui, c'est important la forme, mais je pense qu'on y arrivera à combattre le Front National, nous à droite, tout en ne reniant pas nos profondes valeurs républicaines. Parce que moi je peux vous dire, je suis très attachée aux valeurs républicaines. Eh bien, en travaillant sur le fond, en faisant des propositions qui parlent aux Français. Il faut arrêter d'être dans des débats intellectuels. Travailler le fond, ça veut pas dire faire du dogmatisme et tout ça. Travailler le fond, c'est travailler les propositions concrètes pour que les Français se disent, quand on les mettra au pouvoir, ces gens-là, dans les 100 premiers jours, voilà ce qu'ils feront. Qu'est-ce qui explique le succès de Marine Le Pen? C'est son discours sur l'Europe, son discours sur l'immigration? Je pense que c'est à la fois c'est la forme, beaucoup la forme, parce qu'elle a un parler fort, elle a une façon de s'exprimer où elle impose une certaine autorité, ce qui a manqué à droite, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est content d'avoir Nicolas Sarkozy comme président de l'UMP, même si Jean-François Copé déjà avait fait un bon travail. Moi, j'ai soutenu Jean-François Copé, je continue à le soutenir. Il va bientôt revenir sur la scène politique. Là, il y a une cure de silence. Là, on ne l'entend plus. Oui, je pense que parce qu'il travaille beaucoup, il travaille sur le fond mais je pense que déjà, il avait imposé cette préoccupation de lutter contre le Front National en travaillant le fond. Oui, mais à quel prix? Vous vous souvenez de sa fameuse petite phrase sur le pain au chocolat qui a beaucoup choqué notamment les musulmans. Il avait laissé entendre qu'un jeune s'était fait prendre son pain au chocolat pendant le Ramadan. Est-ce que vous ne regrettez pas ça, même si vous appréciez Jean-François Copé? Oh, disons que parfois, vous savez, quand on sort une phrase d'un discours, parfois on peut faire dire à cette phrase le contraire de ce qu'on voulait dire. Mais lui, c'est justifié, il a suffisamment écrit sur cette histoire du pain au chocolat. Ce qu'il voulait montrer, c'est que aussi, il n'y avait pas que moi, je suis pour lutter contre tous les racismes. Et d'ailleurs, c'est très, ma génération d'élus à droite, elle le revendique, elle le dit, parce que on est né avec pour nous, ça pose même pas de problème. C'est évident qu'il faut lutter contre le racisme, mais simplement il a voulu quand même dire qu'il y avait parfois des intolérances vis-à-vis des gens qui sont français, on va dire de souche, le racisme anti-blanc dont certains parlent. Je pense qu'il faut pas, c'est une question taboue qu'il faut pas négliger non plus, parce que en négligeant cette question taboue, on arrive avec un vote extrême du Front National, parce que les gens en ont assez et ils finissent par faire la réaction et voter pour Marine Le Pen, qui n'apportera aucune solution, parce que le problème de Marine Le Pen, c'est qu'aujourd'hui elle occupe le terrain parce que les gens se disent on ne l'a pas essayé. Je crois que c'est ça aussi. Les gens se disent tiens, on n'a pas essayé Marine Le Pen, pourquoi pas? Mais ils n'ont pas essayé non plus le Parti communiste, ils n'ont pas essayé, depuis très longtemps, ou la Ligue communiste révolutionnaire. Pourquoi ils se dirigent vers elle? Il faut qu'on aborde
toutes les questions. C'est pourquoi j'ai soutenu Jean-François Copé, que je trouve que la droite forte a fait un bon travail au sein de l'UMP, même si je ne partage pas sur les sujets de société les mêmes positions que ces deux courants, on va dire. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment les propositions pour les Français. Géraldine Poirot-Gauvin, l'un des motifs aussi peut-être du succès de Marine Le Pen, c'est son discours sur l'Europe. Est-ce que l'UMP doit changer de discours aussi sur la question de l'Europe ? Moi, je pense que le positionnement de l'UMP, bon, c'est vrai qu'il n'a pas été très clair au moment des européennes. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a valu peut-être pas des si bons résultats. Et même Henri Guénaud n'a pas soutenu l'UMP lors des européennes. Donc, il y a un vrai travail pas de synthèse, mais parce que la synthèse, c'est le problème, c'est essayer de s'accommoder de tout et de rien. C'est l'addition des intérêts particuliers, la synthèse. Et ce qu'il faut, nous, c'est trancher. C'est-à-dire qu'on ait une ligne claire. Et sur l'Europe, ça fait partie également des thématiques sur lesquelles on doit travailler. Moi, je pense que il faut un partenariat avec l'Allemagne beaucoup plus fort. J'ai été très choquée du tweet de Monsieur Mélenchon ce week-end. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui a dit à Angela Merkel, fermez-la, en allemand, parce qu'elle avait demandé à la France de faire plus de réformes économiques. Oui, parce que ce qui est très important, je pense, quand on parle à l'international, quand c'est la voix de la France qui s'exprime, c'est qu'elle soit crédible et qu'on puisse avoir confiance dans la parole de la France. Et le problème, c'est que depuis que François Hollande est au pouvoir, il signe un certain nombre de mesures avec l'Europe, il participe aux décisions avec l'Allemagne et il n'applique pas ensuite les mesures qu'il a décidées de manière concertée avec Angela Merkel. Et c'est pour ça qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la parole de la France, elle est plus crédible à partir du moment où on ne fait pas ce qu'on a dit. Et sur les déficits, sur les réformes structurelles dont la France a besoin, eh bien, nous devons impérativement avoir le courage de les enclencher, ne serait-ce que pour respecter la parole donnée. Et c'est ce qui pose ensuite un problème de confiance. Vous voyez, on va avoir un problème de confiance à régler. Mais derrière le tweet de Jean-Luc Mélenchon, même s'il est injurieux pour Angela Merkel, il y a aussi tout de même l'impression que l'Allemagne dicte sa politique à la France. Alors, c'est toujours dans les relations, on va dire diplomatiques, effectivement. Peut-être que Angela Merkel n'a pas été très diplomate dans la façon de s'exprimer, mais en même temps, je comprends qu'elle défende son peuple, qui va payer les conséquences d'une mauvaise gestion de la France. Et donc, voilà. On peut dire que faut surtout pas prendre Monsieur Mélenchon comme diplomate, parce que ça serait la catastrophe. On courrait à la catastrophe avec quelqu'un comme lui. Mais on peut comprendre les motivations d'Angela Merkel. Et en plus, ça lui a permis de rassembler son camp en Allemagne politiquement. Donc, Géraldine Poirot-Gauvin, cette semaine, l'actualité est dominée par le plan d'Emmanuel Macron pour libérer la croissance. Parmi les mesures annoncées, plus de dimanches travaillés, 12 selon Manuel Valls, pas plus de 7 demande Jean-Christophe Cambadélis. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan d'Emmanuel Macron ? Alors, c'était une loi quand même fourre-tout, donc il faudrait revenir point par point sur les différentes mesures. Mais prenons le travail du dimanche. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'exception ne doit pas devenir la règle. Et donc, sur le travail du dimanche, c'est important notamment à Paris, dans notre capitale, de permettre le travail le dimanche dans certains secteurs touristiques et à certaines dates. Mais je pense que le généraliser, ce serait une catastrophe pour la vie quotidienne des Français, parce que voilà, ça peut déstructurer la famille, exactement, la qualité de vie. La qualité, déstructurer la famille. Moi, je pense à toutes ces familles recomposées. Le dimanche, c'est le moment où on va chez l'autre parent. Voilà. Mais vous êtes finalement assez peu à droite à avoir ce discours. Oui, mais c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec Charles Becbédé, par exemple, sur cette thématique du travail le dimanche. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de convergences au moment des municipales dernières, et on a fait une liste ensemble, parce que ça me paraît essentiel de préserver la famille, les familles, parce que peut-être que Charles Becbédé défend plus la famille traditionnelle. Moi, je pense aux familles, la famille française telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire les familles... Un divorce sur deux à Paris. Voilà, des familles recomposées, des familles monoparentales, des couples homosexuels. Moi, je défends les familles, et je pense que, voilà, si on fait des exceptions, effectivement, il faut développer le travail du dimanche dans certains secteurs de la capitale. Je pense dans le 12e arrondissement. Bercy Village, par exemple, c'est une aberration que ce soit pas ouvert plus souvent. Mais, et puis, certaines artères de la capitale, voilà. Donc, moi, je dis, voilà,
il y a des principes, il y a des exceptions. Il faut que les principes restent. Alors puisqu'on parle de Paris, Anne Hidalgo souhaite interdire le diesel en 2020. Elle veut aussi que les 4 premiers arrondissements soient semi-piétonniers. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, comment vous dire ? Moi, je trouve que je suis pas sectaire, moi. Donc, je veux dire que l'avantage du débat que vient de lancer Anne Hidalgo, c'est qu'on parle enfin du problème du diesel, parce que ce problème, on fait mine à chaque élection de ne pas le regarder, mais c'est un vrai problème pour des métropoles comme le Paris et sa petite couronne, et même la grande couronne. Je pense qu'il faut, on n'y arrivera pas, cette lutte contre la pollution, si on raisonne qu'entre Parisiens, enfermés dans notre périphérique. Il faut penser à toutes les personnes qui viennent travailler à Paris tous les jours. Et c'est pour ça que ça va être un des enjeux aussi de la campagne des régionales en 2015, parler des transports, de la circulation, etc. Donc, moi, je pense que elle précise bien, Anne Hidalgo, qu'il s'agit du diesel pour les voitures qui ont plus de 13 ans. Hein. Donc, il y a certaines règles. C'est important de le mettre sur la table. Je suis pas d'accord sur le côté brutal des choses. Il faut une transition, mais je trouve ça important de parler de ce sujet-là. Et elle a eu raison parce que il y a pas une des journaux depuis ce matin qui ne parle pas de cette proposition qui a été choc. Alors évidemment, il faut penser à tous les Français qui se disent moi je viens d'acheter un diesel. On a favorisé en France pendant des années, et d'ailleurs dans le Grenelle de l'environnement, qu'a défendu Nathalie Kosciusko-Morizet, il y avait des mesures pour favoriser le diesel. Donc voilà, faut pas être faut pas oublier toutes ces données-là, mais il faut être avoir une approche pragmatique. Je trouve pas ça grave de lancer le débat. Maintenant, il faut être ouvert et pas sectaire. Dernière question, Géraldine Poirot-Gauvin. On est à 3 semaines de Noël. J'ai vu sur Twitter que vous aviez la lettre Noun devant votre nom. Vous défendez les chrétiens d'Orient. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez choisi de les soutenir ? Je les soutiens depuis un certain temps parce que malheureusement, ils sont massacrés aujourd'hui. Le pape est intervenu d'ailleurs il y a quelques jours pour rappeler son soutien et se dire que dans le monde il y a des gens qui sont massacrés parce qu'ils croient. C'est terrible. Moi je suis pour le respect des religions et notamment dans la France, c'est un beau pays parce que justement la liberté du culte existe en France et qu'on peut permettre à chacun d'exercer librement son culte et on essaie de favoriser l'exercice du culte. Donc je trouve ça terrible. Et je pense à eux, à ces populations qui sont déplacées, à ces souffrances atroces, parce qu'il y a des victimes qui ont subi des souffrances atroces. La France devrait accueillir davantage de chrétiens d'Orient. Oui, je pense que vraiment on est un pays généreux. Souvent, on accueille des gens qui demandent l'asile pour des mauvaises raisons. Et là, je pense que demander l'asile, c'est les demandeurs d'asile parce qu'ils sont vraiment massacrés dans leur pays pour leur religion, eux, on devrait les accueillir bras ouverts. Alors qu'il y a certains demandeurs d'asile qui sont là uniquement pour profiter du système. Donc je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus vigilant en France et qu'on regarde bien la différence entre les deux. Merci Géraldine Poirot-Gauvin. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale apparentée UMP. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.